Ok, fermez les yeux. Imaginez, vous êtes en 1938. L'air est encore frais du matin, mais Paris vibre déjà. Dans les rues du 6e arrondissement, les pavés résonnent sous vos pas, les tramways grincent au loin et les boulangeries laissent échapper l'odeur du pain chaud, caressant doucement vos narines. En marchant, votre regard croise une petite enseigne un peu défraîchie, celle d'un disquaire. Pas de néon tape à l'œil, pas de vitrine spectaculaire, juste une porte en bois, une simple devanture vétuste et des vinyles exposés devant les fenêtres. Quelque chose vous attire et vous poussez la porte. À l'intérieur, l'espace est étroit. Vous sentez l'odeur du carton, de la cire, du vieux papier. Des étagères en bois grincent sous le poids des centaines de disques qui comblent chaque recoin de cette antre hors du temps. Vous avancez entre les allées serrées, les sleeves sont épaisses sous vos doigts, brunes parfois, jaunies par le temps. Vous en prenez une, puis une autre, encore une autre, et vous vous rendez compte d'une chose. Toutes les pochettes se ressemblent. Pas d'image, pas d'identité visuelle, juste du texte, titre, nom de l'artiste, logo du label, et c'est tout. Parfois une typographie un peu plus audacieuse, au mieux une bordure, mais rien qui vous attrape, rien qui raconte une histoire, quoi. C'est comme si la musique n'avait pas de visage. Maintenant, vous êtes de retour en 2025. Si vous faites cette même expérience dans n'importe quel disquaire, dans n'importe quel Fnac, et les rayons explosent de couleurs, des visuels iconiques partout, que ce soit les Rolling Stones, Tyler the Creator, David Bowie, Rage Against the Machine, bref, les pochettes qui sont devenues des symboles culturels en quelque sorte, certaines sont même plus célèbres encore que les albums eux-mêmes. Souvenez-vous le nombre de fois où vous avez vu ces covers sur des t-shirts, tellement de fois qu'elles semblent s'être gravées dans votre esprit sans même avoir écouté une seule musique. Sans même connaître le nom du groupe même. Comment on est passé de simples pochettes marron anonymes à des œuvres d'art qui ont marqué l'histoire? Qu'est-ce qui a provoqué cette révolution visuelle? Et à quel moment une cover est devenue plus qu'un simple morceau de carton pour devenir une légende? I think the artwork in particular is the thing that we're all really opinionated. Artwork's so interesting. I'm sure I've had like DJ Shallow talking about it. He's a big record collector. He sort of talks about how like all of these records, every one of these records, like it's all like someone's hopes and dreams. Like it's like, everything. Ok, est-ce que vous avez déjà vu à quoi ça ressemble une pochette 78 tours? Il n'y a clairement pas de recherche visuelle ou d'intention derrière. Jusqu'aux années 40, une pochette, ça sert à deux choses. Mettre en avant le label et surtout protéger le précieux disque à l'intérieur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un 78 tours, genre environ 70% de mon audience, pour faire simple, c'est un disque phonographique. Oh, le mot compliqué! En gros, c'est l'ancêtre des 33 et 45 tours, mais qui tourne à 78 tours par minute. Ce truc, ça a littéralement dominé le marché du début des années 1900 jusqu'à 1950 environ, et comme tous les formats qui évoluent dans le temps, il a été remplacé par des formats meilleurs, plus souples, plus résistants, et parfois plus grands aussi, comme le 33 tours. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi on parle d'album? Si on parle d'album dans la musique, c'est parce que la capacité de gravure sur les 78 tours était tellement ridicule. On parle de 3-4 minutes grand max par face, ce qui a forcé l'industrie à sortir des albums, des sortes de livres qui rassemblent plusieurs 78 tours pour une œuvre plus longue. Vous devez sûrement vous dire quand même sacrément austère. Et vous auriez pas tort. Et il y a un mec qui s'est dit la même chose. Ouais. Un jour, t'as un type qui s'est dit en vrai c'est pas ouf. Venez, on fait mieux, non? Ce mec, il s'appelle Alex Steinways, il a 23 ans et c'est un jeune designer plutôt talentueux. On est à la fin des années 30, début des années 40, il bosse chez Columbia Records et à chaque fois qu'il voit une nouvelle pochette sortir, il souffle. Il réfléchit, il mûrit des idées dans sa tête. Pourquoi pas utiliser ce support physique pour prolonger la musique, mais visuellement, comme des sortes de mini-affiches en somme. Je cite « J'ai eu une idée. Pourquoi ne pas transformer cet emballage fade? Pourquoi ne pas le faire ressembler à des affiches de cinéma ?» Bah oui, quand tu vois les pochettes de films, même dans les années 30, voilà, c'est sympa, les peintures sont jolies. Pourquoi la musique n'aurait pas le droit à ce même traitement de faveur?
Alex, il sort pas ça de nulle part. Il a été formé dans la culture affichiste européenne. Il est passé par l'atelier de Joseph Binder, qui est entre autres un des grands noms du graphisme moderne. Il apprend à maîtriser les aplats de couleurs, les formes simplifiées, la typographie dessinée à la main, la fameuse Steinway Scroll, et il souhaite à terme appliquer ce langage affiche plus typo à la musique. Et à force de persister, il finit par convaincre Columbia d'essayer son idée sur un disque test, et en 1940 sort Smash Song Hits par Rodgers & Hart. Le visuel il est assez simple, pourtant ça tape à l'œil mine de rien, une marquise de théâtre photographiée avec des titres en lettres lumineuses, un fond circulaire et noir, ça rappelle la forme du vinyle mais en même temps c'est intriguant. Et c'est le cas de le dire, hein, les ventes vont littéralement exploser. Exploser comment ? Plus 800%, ouais. Ouais, c'est pas mal. Mais en même temps, c'est pas étonnant. L'image fait vendre, c'est pas un secret, que ce soit dans la pub, le packaging de grandes marques, etc. etc. En réalité, ce que va faire Steinway, c'est transposer la rhétorique des affiches pour les spectacles ou les films, ce qu'on pouvait voir dans le métro ou dans les magasins par exemple, et même certains codes des magazines vers l'album. Le design graphique, en vrai, c'est super important. je comprends pas comment personne n'a eu l'idée de soigner ce genre de détails avant dans l'industrie de la musique. Enfin, bon, petite nuance, c'est vrai qu'il existait des albums décorés avant, notamment certains tirages spéciaux datant de la Première Guerre mondiale, mais ça restait très très discret et relativement peu utilisé, quoi. Là, Steinway, il va systématiser le recours à l'illustration pour les pochettes d'albums, chez Columbia en tout cas, et même comme norme industrielle en fait, jusqu'à plus tard inventer la jaquette carton de LP. L'utilisation des illustrations et de la photographie pour décorer les pochettes d'albums, c'est une putain de bouffée d'air frais parce que les covers avec juste le ou les musiciens regardant la caméra avec une expression soit joviale, soit stoïque, soit cursed, ça fait plus rêver. Bon, après c'est pas non plus un truc de fou, hein. On reste sur des pochettes assez classiques, pas trop de couleurs, pas trop de formes. On n'a pas tellement de place sur un 78 tours, mais vous inquiétez pas, mine de rien, on arrive déjà aux années 50 et ça commence à bouger. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le format 78 tours a stonks jusqu'à ce qu'on invente en fait mieux, tout simplement, et cette nouvelle invention, c'est le 33 tours. Alors, en photo, je veux bien vous accorder qu'on voit pas tellement la différence, mais pour comparer, ça c'est un 78 tours, ça c'est un 33 tours, et ça c'est un 45 tours. Et ça c'est un magnifique gâteau à la pistache, mais c'est pas le sujet. En gros, la différence, elle se trouve au niveau de la taille et de la vitesse à laquelle ça tourne. Les 78 tours sont généralement constitués d'un matériau qui s'appelle le shellac. C'est une sorte de résine super lourde et méga fragile, avec des grosses rainures, et avec une superficie d'en moyenne 25 cm de diamètre. Le 33 tours, c'est le fameux LP. Le long play, qui celui-ci est en vinyle, on passe à 30 cm de diamètre grâce au micro-sillon plus fin. Les labels peuvent caser à ce moment-là facile 20-25 minutes par face, ce qui est quand même bien mieux que les ridicules 4 minutes de cut du 78 tours. Et le 45 tours, lui, c'est le petit 7 pouces qui sert surtout au single avec un morceau par face. C'est pas cher, pratique pour les radios et surtout les jukebox. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a ce big trou au milieu, ça servait à les empiler et les enchaîner automatiquement dans les machines. Le 33 tours, ça va définitivement sceller le destin de la pochette d'album. Avec ce format, les labels se retrouvent avec des albums plus longs. Pas besoin de faire des compiles de plusieurs vinyles encombrants, là où on a tout sur un ou deux vinyles. C'est aussi le moment où les labels embauchent des directeurs artistiques à plein temps. On peut littéralement raconter des choses en fait. Le canevas relativement vierge des covers d'albums s'élargit de plus en plus pour laisser de la place à l'expérimentation, que ce soit au niveau de la musique, mais aussi par le cover art. Et là, innocemment, EMI, qui est l'un des plus gros labels sur le marché, flaire le truc bien sûr, et ils vont être très intelligents. Here they are, the Beatles! Les Beatles. Les Beatles. Début des années 60, un vent nouveau souffle, les Beatles explosent. Tu connais les Beatles, tout le monde connaît les Beatles, vraiment tout le monde les connaît, donc je vais pas vous faire l'affront de vous raconter leur vie, de toute façon j'ai pas le temps. Mais les Beatles, c'est pas juste de la musique, c'est une véritable révolution culturelle. Faut bien vous rendre compte que chaque sortie d'album, c'est un événement attendu par une fanbase absolument gigantesque, à la même manière aujourd'hui avec les Laboubou par exemple. So done with these Labubu, it's
Alors je vais délibérément squeeze les premiers albums qui sont globalement pas très intéressants, visuellement parlant hein, bien sûr. Nous on va se concentrer sur la deuxième phase de leur courte mais néanmoins brillante carrière avec Revolver. 1966, Revolver sort et avec lui une nouvelle approche de ce qu'une pochette peut être. Le visuel est signé par un certain Klaus Voormann, ami du groupe depuis l'époque des clubs en fumée à Hambourg à l'ancienne. C'est aussi un musicien, un illustrateur et quelqu'un qui a littéralement vu les Beatles passer de cover band de rock'n'roll à les Turbo Baser quoi. Pour Revolver, il propose l'idée suivante, un collage en noir et blanc mêlant dessin au trait hyper fin et fragments de vraies photos du groupe. Il présente dans les cheveux des membres du groupe plein de petites photos et de symboles cachés. Klaus appelait ça leur pensée visuelle, comme si la pochette représentait l'intérieur de leur tête, ce qui fait sens quand tu sais que Revolver marque leur passage vers l'introspection et l'expérimentation studio. À l'époque, c'est radical. On est en plein swinging London, du LSD à foison, de l'explosion visuelle. La plupart des artistes se tournaient vers des covers très colorés, très psychés quoi. Donc c'est sûr que voir ça dans un magasin, ça attire l'œil. D'ailleurs pour l'anecdote, Klaus avait proposé une version full couleur, genre plus dans la mouvance pop art on va dire. Et c'est les Beatles eux-mêmes qui diront ben non. D'ailleurs, cette pochette, elle a remporté le Grammy de la meilleure pochette en 1967, mais bon, c'est un détail. On sait tous que cette cérémonie, c'est de la grosse... L'année suivante, ils enfoncent le clou avec Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Cette fois-ci, les Beatles décident qu'ils ne veulent plus être les Beatles. Ouais, c'est trop relou en fait d'être les Beatles. Et là, Paul, il arrive en mode, les gars, venez, on fait genre un faux groupe. Et on chante comme si on était ce faux groupe, sauf qu'en fait, on est quand même les Beatles, mais pas vraiment. En fait, et bam, premier album concept de l'histoire pop Bell Beat. J'aime trop cette cover. Les types derrière, c'est Peter Blake et Jan Haworth, qui sont deux artistes du mouvement pop art eux aussi. En même temps, c'est la période. Ils vont se charger de concevoir un collage monumental, une sorte de fanfare imaginaire entouré d'une foule d'icônes comme par exemple Marilyn Monroe, Bob Dylan, Oscar Wilde, Fred Astaire. Il y a Karl Marx aussi. Évidemment, EMI, ils vont lever un sourcil quand ils vont voir certains choix de base, genre Jésus ou Hitler. Je vous assure, ça n'a pas été accepté. Manque plus qu'Hideo Kojima, Winston Churchill et Rango, et tu tiens la pochette parfaite. What the fuck ? Alors que le prix moyen de la création d'une pochette se situait généralement autour de 50 livres, celle-ci coûtera la modique somme d'environ 3000 livres. Mais bon, c'est les Beatles, on leur refuse rien. You're giving us a lift, Bill. We've been doing this for days now. Weeks. Just choking. My voice is choking. Paul, something in the way she moves. What attracted me at all? Just say whatever comes in your head each time. Attracts me like a comic bar until you get the word in. I just wish I had yesterday's voice for today's backing. I was swinging yesterday. Voice-wise, that is. I've just gone over the top. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. 8 août 1969. 11h35 du matin, le photographe Ian Macmillan grimpe sur une échelle au milieu d'Abbey Road. La police bloque la circulation 10 minutes pas plus. Il faut faire vite. Il prendra 6 photos. La 5e deviendra une des images les plus connues de l'histoire de la musique. Je parle bien évidemment d'Abbey Road. 4 silhouettes alignées qui traversent un passage piéton sur Abbey Road. On a en tête John Lennon, suivi par Ringo Starr, suivi lui aussi par Paul McCartney qui est pieds nus avec une clope à la main alors qu'il est censé être droitier, mais bon, ça rendait mieux sur la photo et ça a sûrement pas de rapport avec le fait qu'il a été remplacé par un sosie. Et enfin, George Harrison, look décontracté. Cette pochette, elle fonctionne parce qu'elle est à la fois ultra simple et ultra lisible. Pas de titre, pas de nom du groupe, on reconnaît les Beatles d'un simple coup d'œil. C'est l'affirmation ultime de leur célébrité, ils n'ont même plus besoin de se présenter. Symboliquement aussi, ça peut représenter une sorte de traversée vers la fin d'un cycle, en sachant que c'est le dernier album que les Beatles enregistreront ensemble avant leur séparation, un an plus tard. Let It Be ne compte pas, il a été enregistré avant, je vous vois venir. Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe quand un des groupes les plus importants de l'histoire de la musique décide de prendre une photo sur un passage piéton complètement random de Londres ? Bah oui, les gens sont curieux, et ils veulent essayer.
Et aussi veulent se prendre en photo comme les Beatles, et ça, sur le plan marketing, c'est juste trop smart, même si c'était pas prévu à la base. Depuis plus de 50 ans, chaque jour, des touristes bloquent la circulation pour reproduire cette pose. Il y a même une webcam en live 24h/24 sur ce passage. Et bien évidemment que l'album sera un succès, c'est un succès tellement monstrueux qu'il donnera le nom au studio d'enregistrement d'EMI qui se trouve non loin et qui s'appelait jusqu'ici sobrement EMI Studio, qu'il a eu le droit à tellement d'adaptations et de références dans la pop culture, vous imaginez même pas. Ok, petite compilation. Mais la révolution des pochettes ne s'arrête pas à Londres évidemment. Pendant que les Beatles transforment chaque album en manifeste visuel, à New York, un autre personnage tout droit sorti de la Factory s'amuse à brouiller les frontières entre art, pub et rock'n'roll, et ce mec, c'est Andy Warhol. Alors Warhol, ça doit peut-être plus vous parler, l'artiste aux cheveux platines, lunettes noires, visage impassible, le mec ressemble à un poisson mort, celui qui disait l'art c'est la consommation, la célébrité, la répétition, Marilyn Monroe, tout ça. Warhol, il se fera connaître principalement grâce à ses sérigraphies de boîtes de soupe Campbell, de bouteilles de coca et d'icônes du coup, jusqu'à les transformer en images sacrées de la société moderne. Quand il s'associe au Velvet Underground, Warhol, il est déjà une figure incontournable de l'avant-garde new-yorkaise, le chef d'orchestre de la Factory, ce laboratoire un peu déglingué où se mélangent artistes, mannequins, marginaux, drag queens, cinéastes, musiciens, dans une sorte de fusion totale entre art et vie. Et il décide de partir sur une pochette minimaliste encore une fois, une simple banane jaune sur fond blanc. Une seule image presque ridicule de simplicité, mais qui fait un clin d'œil évident à la sensualité que l'on retrouve dans la musique de Lou Reed et Nico. Et c'est là que ça devient intéressant, surtout pour les gros gogols qui kiffent les designs interactifs comme moi. En réalité, la banane n'est pas juste une simple banane, c'est un sticker que l'on peut décoller. Peel slowly and see est-il inscrit sur ce sticker, laissant apparaître une chair rose encore plus suggestive. Résultat, galère industrielle, les usines détestaient produire ce genre de packaging, retard à la chaîne, mais au moins on a une pochette iconique et reconnaissable, et est-ce que c'est pas tout ce qu'on demande finalement ? Visuellement, c'est du pur Warhol, on est sur une image banale et un geste de répétition avec un sous-entendu pop sexuel à peine caché. Culturellement, ça ouvre la voie à l'idée que la pochette peut être une œuvre d'art participative, on peut interagir avec elle, jouer avec le disque avant même de l'écouter, et surtout, ça impose le principe de branding rock. Au fil du temps, la banane va s'émanciper de l'album et elle va devenir un symbole autonome, presque un logo officieux du Velvet Underground. Du branding rock, il y en a qui sont très connus, hein. On peut notamment citer la bouche qui tire la langue pour les Rolling Stones, les ondes blanches sur fond noir de Joy Division et bien évidemment le prisme de Pink Floyd, mais on va en reparler. Le design de la pochette The Velvet Underground and Nico a été à la base conçu comme une simple pochette d'album, mais très vite la banane deviendra un signe distinctif, que ça soit sur des t-shirts, des affiches et des stickers, des pins, tout ce que tu veux, bref, tout ce qui est possible de foutre une banane dessus, ils l'ont fait. Et en fait, c'est la même logique qu'un logo de marque. Le concept dépasse l'objet d'origine et vit sa propre vie. Ok, donc le branding rock c'est super important. D'une, ça permet à un groupe de marquer la mémoire collective, non seulement par la musique mais aussi par l'image. Et de deux, ça fait vendre du merch, tout simplement. Ça nourrit des communautés de fans, ça crée des symboles universels et reconnaissables. Bref, le rock comprend qu'il peut se marketer comme une marque de fringues ou de soda, et la pochette d'album est son premier terrain de jeu. À partir de là, la pochette n'est plus juste un emballage, c'est une extension de l'album, un signal culturel et une ambiance avant même la première note. Et vous me voyez probablement venir. Il y a des types à Londres qui sont devenus en quelque sorte les kings pour drop des pochettes d'albums considérées comme les plus iconiques de tous les temps.
Ok, donc on est à Londres à la fin des 60s, deux potes, Aubrey Powell et Storm Thorgerson, ils passent pas mal de temps à traîner avec des musiciens de Cambridge, dont un certain Syd Barrett, et se disent « pourquoi pas nous ?» Aubrey, c'est le pragmatique et il a surtout l'instinct du terrain. Il a l'œil pratique, on va dire, là où Storm part dans des concepts abstraits et parfois un poil délirant, Poe garde le contact avec la réalité, il sait comment trouver un lieu, cadrer une photo et obtenir une lumière exploitable. Storm, lui, c'est le cerveau décalé, il adore le surréalisme et ça se voit dans son travail, les toiles de Magritte, mais aussi bien évidemment les visions délirantes de Dali. Les deux traînent avec les musiciens du coin, comme notamment un groupe un peu underground du nom de Pink Floyd, Storm étant pote avec Syd du coup, le chanteur et principal compositeur de l'époque, et Roger Waters depuis Cambridge. Autour d'eux, on parle musique, mais aussi peinture, film et expérience visuelle. Et un jour, qu'ils rentraient chez eux, ils trouvent un mot griffonné sur leur porte. Un mot sûrement griffonné par Syd, hypnosis. Leur premier gros boulot, je vous le donne en mille, c'est avec Pink Floyd. Et ça, vous l'auriez su si vous avez vu ce documentaire pas du tout long de 3 heures. Avant la création officielle du studio en 68, Storm faisait déjà partie du cercle d'amis proches de Pink Floyd donc, et quand le groupe enregistre son premier album The Piper Dicket of Dawn en 67, le label EMI confie la photo de pochette principale au photographe Vic Sign, mais Storm sera quand même crédité pour la photo antérieure incluse dans le gatefold de la réédition anglaise et utilisée dans la promotion à l'époque. Mais bon, c'est donc bien avec leur deuxième album qu'ils seront officiellement engagés. Sur A Saucer Full of Secrets en 68, ils signent un collage dense, saturé et ésotérique, prenant totalement à contre-pied les designs de cover les plus mainstream et restant dans la continuité de ce qui avait alors été fait sur l'album précédent. Et là, ça c'est intéressant, parce que même si ça reste dans la même DA que le premier album, Hypnosis pose quand même les bases de tout ce qui fera leur légende. Celui de refuser les évidences, de mélanger les photographies et le collage, de créer des images conceptuelles plutôt que décoratives, et de faire de la pochette un espace mental et pas un simple emballage. Storm dira même plus tard « Notre but ce n'était pas de montrer le groupe, c'était de montrer ce que la musique fait ressentir ». Avec cette pochette, Pink Floyd et Hypnosis commence une collaboration qui va drastiquement influencer la manière dont on conçoit les disques, et ils enchaîneront, signant toutes leurs covers à partir de 68, ou Maguma en 69, la fameuse photo dans la photo, l'effet Drost quoi. Et la suite, elle est tout aussi lunaire. En 1970, Storm se pointe à la campagne et photographie le cul d'une vache, et bam, Atom Earth Mother. Meddle, en 1971, une oreille photographiée sous l'eau dans une bichromie marron rouillée et bleu tirant vers le vert turquoise, faisant écho à une certaine musique de l'album. Et ça c'est leur marque de fabrique en vrai. Pas de portrait classique, le groupe doit être le moins possible reconnaissable et pas de promo tape à l'œil. Et bien évidemment qu'il y a The Dark Side of the Moon en 73, top 3 des covers d'albums les plus iconiques, reconnaissables, brillantes, reconnaissables et surtout reconnaissables. Et 2 ans plus tard, il se pointe dans les studios de la Warner pour photographier ce qui sera probablement la deuxième cover d'album la plus connue du groupe. Et encore une fois, la symbolique est énorme. Bon ok, je vais m'arrêter là pour des raisons évidentes de spoil, mais Hypnosis, ce n'est pas que Pink Floyd. Déjà, 1 an avant Dark Side of the Moon, Powell, il se rend en Irlande du Nord, à la Chaussée des Géants, pour taffer sur le prochain album de Led Zeppelin. Stéphane et Samantha Gates sont eux aussi conviés pour ce shooting, et ils vont poser à l'aube et au crépuscule, dans le froid, et avec des sortes de combinaisons de couleurs chair. Donc oui, on dirait qu'ils sont à poil, mais en fait ils sont pas vraiment à poil. Bon, c'était une autre époque. De retour en chambre noire, Poe multiplie les 2 silhouettes encore et encore jusqu'à donner cette impression d'une foule d'enfants nus qui escaladent les rochers. D'ailleurs, l'effet orangé là que vous pouvez voir sur la photo, c'était pas intentionnel à la base. Tout simplement, c'est une erreur de développement qui rajoutera cette teinte iconique et caractéristique à la pochette. Et c'est pas la première fois qu'une pochette tire son icône d'une erreur d'ailleurs. Par exemple, 1979, le graphiste Peter Saville, dont on va reparler un peu plus tard, reçoit une image. Un schéma scientifique publié dans Cambridge Encyclopedia of Astronomy représentant les pulsations radio d'un pulsar. Sauf que, et ça il ne le sait pas encore, elle a été inversée au niveau des couleurs. Tout simplement, c'est une erreur.
Mais ça te fait un non-pleasure, c'est cool. Autre exemple, The Clash, la même année, quand ils signent leur mythique album London Calling, bah à la base la photo de Paul Simonon qui dégomme sa basse sur scène, elle aurait dû être foutue à la poubelle. C'était l'intention première, simplement la photo est floue et ça plaisait pas à Penny Smith, le photographe. Mais bon, à force de persuasion, sur la portée symbolique de ce flou qui capture justement le flou du moment, il finit par accepter que c'est simplement la meilleure photo. Mais ça c'est gentil. Je prends un autre exemple, ok un dernier. On va se rappeler de Abbey Road vite fait. Le fameux cliché pris par Ian McMillan était en réalité l'un des derniers de la séance. Les Beatles avaient à peine 10 minutes pour traverser la rue et Paul a enlevé ses chaussures par confort, parce qu'il avait trop chaud quoi. Et cet imprévu est devenu la base d'une théorie bien merdique. Mais vous voyez, le hasard heureux, ça arrive tout le temps et pas que dans la musique. Mais bon là je vais pas m'étendre sinon dans 4 heures on y est encore. Donc on va revenir sur Hypnosis. En 1976, le collectif se retrouve encore une fois attaffé avec Led Zepp et cette fois-ci sur leur album Présence. D'ailleurs, vous allez remarquer un truc, le taf d'Hypnosis est beaucoup trop reconnaissable. Je peux vous montrer n'importe quelle photo, vous allez voir, on fait le test, genre je vais montrer là, je vais montrer 10 photos différentes très rapidement et vous allez... Non, c'est une idée de merde, vas-y on continue. Hypnosis invente pour cet album The Object, une mystérieuse forme noire placée dans des scènes de vie familiale. On sait pas trop ce que c'est, donc ça peut tout être. Et pour le lancement, de vrais objects seront fabriqués et envoyés comme goodies, des artefacts qui ont été créés par un certain George Hardy d'ailleurs, qui est le même mec qui a fait le prisme de Dark Side of the Moon. Et tout ça, c'est typique d'Hypnosis. Utiliser la photographie réaliste, hyper tangible, mais tout en y insérant un élément impossible, modifié, étrange, voire même intriguant. On est clairement dans la logique du surréalisme de Magritte, souvenez-vous, l'une des inspi phares de Storm avec son « Ceci n'est pas une pipe » par exemple. L'idée est de mettre le symbolisme au cœur de l'œuvre, faire traîner des petits détails qui de prime abord ne semblent pas faire sens, mais qui en fait cachent des symboliques super fortes. Et il faut remettre dans le contexte aussi que Photoshop, ça n'existait pas à l'époque. Tout est réalisé en studio photo, que des effets pratiques à l'ancienne et aussi très ingénieux, avec des maquettes, des objets physiques, des collages, des montages argentiques aussi. Quand il décide de prendre en photo un cascadeur et de le foutre en feu sur Wish Your Ear, le gars il brûle vraiment, hein, c'est pas juste un effet en post-prod ou je sais quoi. Quand il décide de faire voler un cochon géant au-dessus de l'une des premières grosses centrales électriques à charbon de Londres, ils le font et t'as rien à dire. Quand ils veulent un visage qu'ils font sur l'album de Peter Gabriel en 1980, ils vont gratter physiquement l'émulsion des Polaroids avec un stylet et ça a tellement marqué les gens que l'album est appelé officieusement Melt par les fans. Et leur méthode, elle est simple en apparence, toujours chercher des clairs, presque enfantines, parfois genre, je sais pas, c'est le cul d'une vache, un prisme, un cochon, un homme en feu, peu importe quoi, et de l'exécuter pour de vrai. En utilisant des cascadeurs, des structures gonflables et des bidouilles en chambre noire. Et surtout, ne pas montrer le groupe. La star ici, c'est le concept. C'est aussi là que le packaging devient partie de l'œuvre, du cellophane opaque pour recouvrir un album, des stickers mystérieux en passant par les posters cachés à l'intérieur, comme une sorte de brisage de quatrième mur en vrai. Et d'ailleurs, vu que j'ai pas trop le temps, mais que j'ai quand même envie de rendre hommage à ces covers légendaires qu'ils ont fait, parce qu'il n'y a pas que Pink Floyd, il n'y a pas que les années 70, surtout 70-80, je vous jure. Hypnosis, c'est énormément de style et de rise. Donc voici quelques mentions honorables en 5 secondes. Bon, ça fait 15 minutes que je parle d'Hypnosis, mais vous vous doutez bien qu'ils sont loin d'être les seuls. Chaque décennie a vu ses pochettes évoluer, prendre des directions et influencées bien évidemment par les mouvances artistiques et musicales de l'époque. Revenons en arrière si vous le voulez bien. Bien avant Pink Floyd, il y avait déjà une école précurseur des designs sur pochette, et cette école, elle s'appelait Blue Note Records. Fin des années 40, début des années 50, Blue Note, créé par Alfred Lyon et Francis Wolff, s'impose comme le label culte du jazz moderne. Il signe entre autres des artistes comme Thelonious Monk, Miles Davis, Art Blakey, Horace Silver, John Coltrane et j'en passe. Mais ce qui distingue Blue Note des autres labels, c'est bel et bien son identité visuelle ultra cohérente, aussi travaillée que sa direction artistique musicale. En 1956, le label confie ses pochettes à Reed Miles, un graphiste new-yorkais qui se chargera de créer des covers mélangeant des photos de Wolff et de la typo moderne, inspirée notamment du mouvement Bauhaus. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est les Bauhaus ? C'est à la fois une école, un mouvement
et une philosophie qui a influencé l'art et le design de la première moitié du XXe siècle, on va dire. Cette école, fondée par Walter Gropius en Allemagne, avait comme objectif d'abolir la frontière entre art et artisanat, c'est-à-dire fusionner ensemble les beaux-arts, tout ce qui est peinture et sculpture par exemple, et ce qu'on appelle l'art appliqué, comme la typographie ou le mobilier, ou le design, même si ça veut tout et rien dire. En gros, le Bauhaus prend à contre-pied la mouvance des néo-machins, là, genre le néo-classique, le néo-gothique, le néo-renaissance, tout ce que tu veux, qui se caractérise par des formes plus complexes et des ornements repompés sur ce qu'on fait déjà depuis des centaines d'années, ce genre de choses quoi. Et avec comme slogan officieux « Form follows function », la forme suit la fonction. Ou les 3 F, ou les F. L'icône absolue de ce mouvement, ça reste le bâtiment du Bauhaus à 2 sauts, vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs, mais on peut citer la chaise Barcelona aussi, ou la lampe Wagenfeld par exemple. Putain, j'ai enfin trouvé une utilité à mon bac STD2A. Et malheureusement, leur durée de vie sera écourtée prématurément à cause d'un léger contretemps politique et social, rien de très grave, je vous rassure. Et donc ce mouvement, il a évidemment inspiré l'art globalement au-delà des frontières allemandes et on peut en retrouver de fortes influences sur des albums comme Something Else, Blue Train ou encore Cool Strutting. Et d'ailleurs, petite anecdote, Reed Miles, notre fameux graphiste embauché par Blue Note Records, n'était même pas un fan de jazz à la base, il faisait ça comme un boulot de graphiste, mais ses pochettes, elles, sont devenues l'esthétique visuelle d'un genre tout entier, et ça c'est plutôt cool. On fait un bond dans le temps pour aller direct vers la fin des années 70 et l'explosion d'un nouveau genre musical, le punk. Là, vous vous doutez bien que c'est plus la sophistication qui prime, mais plutôt le chaos, le collage et la provocation. La trend devient l'esthétique du do-it-yourself, de l'anti-establishment, des tracks anarchistes et des lettres découpées, et concrètement dans le game du cover art, il y a un nom à retenir, Jamie Reed. Le cerveau derrière les visuels des... Parmi ces faits d'armes, il y a la légendaire cover Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, sortie en 1977, des couleurs et un design façon collage très reconnaissable, une esthétique héritée du situationnisme d'ailleurs, critiquant la société de consommation avec un penchant pour le chaos et l'anarchie, se rebeller contre l'autorité quoi. D'ailleurs, petite anecdote, dis donc, je suis généreuse aujourd'hui. La pochette avec la reine d'Angleterre, qui contient le fameux single God Save the Queen, sorti quelques mois avant, a été censurée à sa sortie, car ces petits malins ont bien troll en le sortant pile poil pendant le jubilé d'Elisabeth II. Résultat, la BBC la bannira des ondes, tout simplement. Plusieurs grandes chaînes de distribution refuseront de vendre le disque, et même la maison de disques A&M détruit 25 000 exemplaires du single après un scandale. Mais le résultat surtout, c'est que le disque devient encore plus recherché. L'image tourne dans toute la presse et le single finit numéro 2 des charts britanniques. Et d'ailleurs, beaucoup de gens soupçonnent que le gouvernement a empêché qu'il prenne la première place d'ailleurs. Et c'est assez marrant parce qu'on peut voir ce cas comme une sorte d'effet stressant d'avant l'heure qui désigne, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le phénomène où tenter de censurer ou d'interdire quelque chose attire encore plus l'intention dessus. Parmi les effets stressants les plus connus, on peut citer l'épisode Trapped in the Closet de South Park, le Fappening de 2014 et bien évidemment la baraque à Barbara Streisand. Le punk, c'était le chaos visuel, les collages et les couleurs criardes, mais juste après, certains ont voulu reprendre cette énergie vindicatrice et la canaliser. Assez rapidement, un sous-genre du punk voit le jour, le post-punk, moins criard, plus froid et plus conceptuel. Et ça, c'est un terrain de jeu parfait pour notre cher Peter Saville. C'est lui qui crée l'identité visuelle de Factory Records à Manchester, des groupes comme notamment Joy Division et New Order. Il y a évidemment Unknown Pleasure que j'ai cité tout à l'heure, mais du côté de New Order, qui est composé des membres du groupe restant de Joy Division après la mort de Ian Curtis, le chanteur, on a aussi l'album Power, Corruption and Lies, sorti en 83. Le tableau que l'on voit ici, c'est une peinture d'un bouquet de fleurs du peintre Fantin Latour, A Basket of Roses, datant du 19e siècle. Saville le récupère comme ça et n'ajoute aucun texte à la cover. C'est un peu le même principe que The Strokes et leur The New Abnormal en 2021. Une peinture dont il découvre la reproduction sur une carte postale du National Gallery Shop de Londres et la détournera sans autorisation. Et à la place du texte, donc, il va y placer un petit code couleur sur le bord droit de la pochette, comme une sorte de légende cryptée ou d'artefact mis là par erreur.
Ce code couleur cache en réalité un autre code, chaque carré correspondant à une lettre de l'alphabet. Avec ce système, on peut déchiffrer New Order, Power Corruption and Lies, mais seulement si on a la clé. Cette clé de déchiffrement qui se trouvait à l'intérieur du catalogue de Factory Records, le FAC 51, distribué à l'époque. Les années 80, c'est pas que ça, bien sûr. Et oui, vous voyez peut-être de qui je veux parler. Ladies and gentlemen, rock and roll. Les années 80, c'est surtout l'ère où la pochette devient un symbole planétaire grâce à MTV et aux Megastars. MTV, c'est un truc de fou pour l'époque, je sais pas si vous vous rendez compte, ça a rendu tellement de trucs cool. Si vous voulez approfondir le sujet d'ailleurs, je vous renvoie vers cette vidéo d'Arthur Genre qui en fait une très bonne rétrospective. Et nous, on continue. En 79, Michael Jackson veut se détacher de l'image des Jackson 5, bien que très simple, Off the Wall est une très belle pochette, véritable présentation de son nouveau moi adulte. Et il enchaînera les masterclass cultissimes comme Thriller, Bad ou encore Dangerous, une des pochettes les plus dingues de l'histoire du pop surréalisme selon moi, sorte de collage baroque, foisonnant, rempli de symboles étranges. J'aime trop cette cover, elle est vraiment trop belle. Chaque cover est pensée comme une affiche de cinéma parce qu'à ce moment-là, la musique ne se vend plus simplement avec le son, mais avec une image planétaire. Bon, ça c'est la version clean et moderne. Faut absolument que je vous parle du hip-hop des années 90. Changement de décor, on arrive doucement dans les années 90, on n'est plus dans le Manchester des usines froides, ni dans le Londres des graphismes conceptuels. Non, le centre du jeu visuel se déplace à Houston, dans le Texas. À ce moment-là, le hip-hop est en train de devenir la bande-son de l'Amérique, et l'image qui va avec doit refléter une chose, la réussite, la richesse et l'excès. Fini les codes minimalistes de Peter Saville, il est temps de laisser place à la surcharge visuelle. C'est là qu'un studio assez improbable nommé Pen & Pixel voit le jour et va diffuser une véritable esthétique complètement iconique des années 90. Est-ce que vous êtes déjà tombé par hasard sur ces pochettes saturées d'effets 3D avec des Lamborghini, des diamants, des pitbulls et des flingues? Bah c'est eux. Ils ont bossé pour No Limit Records et Cash Money notamment, et oui, ça peut paraître kitsch et de mauvais goût, mais à l'époque, c'était vraiment très swag. C'était un vrai délire. Regardez-moi ça. Putain, il y a trop de trucs sur cette cover qui trigger. Il y a vraiment le Master P en lettres diamants, le ghetto avec le petit effet de vague là, les flammes dégueulasses, les espèces de photos. Non, franchement, c'est du grand art. Le disque, il s'est vendu à 3 millions d'exemplaires. Ok. Après oui, évidemment que Pen & Pixel, c'est une esthétique très spécifique. Si on regarde du côté des autres genres musicaux en vogue, à cette période, on peut par exemple trouver... le Blue Album, parlons-en. À l'origine, le Blue Album n'avait rien d'un projet visuel grandiose. La photo, elle est prise par Peter Golland et montre simplement les 4 membres de Weezer debout devant un fond bleu uni, sans putain d'idée de mise en scène qui portera pourtant toute une esthétique de la culture rock geek des années 90. C'est un truc de fou. Selon David Silverberg, cette pochette évoque une geekness maladroite, un sentiment d'étrangeté timide qui deviendra plus tard la signature esthétique du nerd rock et de toute une génération d'artistes post-grunge introvertis. Le cliché, vraiment la photo, elle respire la normalité quoi. Regardez-moi leur tête. Ah, l'album le plus sûr côté de tous les temps, mon dieu. Nirvana avec le cultissime Nevermind en 1991, le fameux bébé au kiki à l'air qui semble vouloir attraper un billet de 1$, un test photo d'un pote de Kurt à la base qui a failli être censuré et qui continue de soulever des polémiques à droite à gauche sur est-ce qu'il faut montrer un sexe de bébé sur une cover, surtout sur une cover qui s'est vendue à des millions d'exemplaires, sans compter le bébé lui-même qui a fini par se rebeller plusieurs années plus tard. Complètement random mais ok.
Aphex Twin, I Care Because You Do en 95, autoportrait monstrueux de Richard D. James, peint par lui-même sur Photoshop, amorçant la première d'une longue série d'autoportraits, tous plus bizarres les unes que les autres. Les Daft Punk qui sortent Homework en 97, avec ce style minimaliste mais efficace qui sera la véritable marque de fabrique du groupe. Björk en geisha futuriste pour son album Homogenic sorti en 97, qui a été photographié par Nick Knight et stylisé par Alexander McQueen. On a The Smashing Pumpkins avec Melancholy and the Infinite Sadness 2 ans plus tôt, collage anachronique mélangeant plusieurs peintures. Et il y a bien évidemment le bon gros Britpop et rock US que j'apprécie tout particulièrement avec la légendaire rivalité Blur-Oasis que l'on ne présente plus, Park Life en 94 et What's the Story Morning Glory qui suit 1 an plus tard, et bien évidemment Radiohead avec OK Computer. Et d'ailleurs Radiohead, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Donc ouais, ça c'était une invitation pour vous aller la regarder. À l'époque, je m'étais arrêtée à Kid A et Amnesiac, mais j'avais parlé à la fin de l'artiste qui s'occupe de toutes les covers, sauf exception, du groupe depuis leur 2e album et d'une grosse partie de leur dé artistique, un certain Stanley Donwood. Et d'ailleurs, faut arrêter de confondre le travail de Donwood avec Thom Yorke. Parce que je vois plein de gens là sur Instagram faire des stories en mode genre l'art de Thom Yorke et ils mettent des dessins de... Non, Stanley Donwood c'est le mec qui fait les dessins, il est très chaud d'ailleurs. Thom Yorke il fait de la musique, il chante. Il est très chaud d'ailleurs, mais c'est deux choses complètement différentes. Je vais pas me répéter, mais ce qu'il faut retenir c'est que de The Bends en 95 à A Moon Shaped Pool, dernier album en date sorti en 2016, tout est brillant. J'adore le style du mec. Il y a toujours un côté très dystopique, voire même anxieux, mais toujours assez poétique. Le type qui a décroché un prix de la Royal Academy pour son travail, mais qui continue de se définir comme juste le mec qui fait les pochettes de Radiohead. Avec lui, le groupe n'a pas seulement créé des pochettes, ils ont conçu un langage visuel complet et marquant qui va du disque jusqu'au site web, en passant par le jeu vidéo et les affiches et les clips bien évidemment, c'est trop cool. Mais du coup, aujourd'hui, on en est où ? Même si le vinyle n'est plus le format dominant, bien que c'est tendance à revenir à la mode de manière assez random, le design de pochette n'a jamais cessé d'être important. Une bonne cover, c'est encore la première image qu'on associe à une musique, même réduite à la cassette, au format CD ou encore au carré de 300 pixels sur votre appli de streaming préféré. Il peut devenir un mème, un symbole et même une icône. Début des années 2000, le rock qui s'était essoufflé après la mort d'un certain Kurt Cobain revient en force avec la scène garage rock new-yorkaise. The Strokes embrasent le monde avec leur excellent Is This It, avec une pochette tout autant appréciée que décriée. Une photo d'un cul ma foi fort respectable, surplombée d'un gant de cuir noir, provoquant. Pour un premier album, c'est assez smart. Aux États-Unis, elle sera même censurée et remplacée par une sorte de pattern cosmique coloré, moins choquante et encore une fois, effet stressante, je vous épargne les détails. 2 ans plus tard, ils enchaînent avec une cover inspirée de l'esthétique rétro-techno avec Room on Fire, designée par Warren Fu et Fab Moriti, le batteur du groupe. D'ailleurs, ça se voit que c'est un truc qui a été fait à la zobre. Regardez la cover, on dirait pas que les lignes elles sont pas droites. Enfin, elles sont pas perpendiculaires. Vous avez compris ce que je veux dire, genre, on dirait qu'elle est penchée. On dirait qu'elle est légèrement penchée de quelques degrés. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire ? Vous comprenez ? C'est stressant. Warren, qui sera aussi le cerveau derrière Engels, il divise un peu plus les fans. C'était la bonne époque où ça payait des artistes pour des covers. N'est-ce pas, Julian ? Avec Gorillaz, la pochette n'est pas juste une image, c'est un univers narratif. Avec Demon Days, le fake group montre les 4 membres en vue de profil, référence claire à Let It Be, mais en version cartoon, signé Jamie Howlett, ou encore Plastic Beach que j'apprécie tout particulièrement. Death Consciousness de Have a Nice Life, album culte de la scène shoegaze et doom underground, ultra minimaliste, une simple photo sombre d'une peinture, The Death of Marat, du peintre Jacques-Louis David, qui a été simplement croppé, mais ça marche du feu de Dieu, donc on pardonne. Arctic Monkeys, qui étaient plutôt timides dans leur début de carrière et qui m'ont régalé avec leur éthéré mais excellent Tranquility Base Hotel and Casino, qui reste pour moi parmi mes covers préférés de tous les temps. C'est
c'est trop bien, genre l'esthétique est vraiment trop bien. Sans oublier The Car bien sûr, injustement boudé alors que c'est probablement leur meilleur album, mais enfin vous êtes pas prêts pour ce débat. Et ouais, évidemment quand je pense aux années 2010, je pense évidemment à Tame Impala et surtout Currents, qui est devenu un véritable élément de la pop culture littéralement, dont la cover a été réalisée par un certain Robert Beatty, artiste américain spécialisé dans l'esthétique psyché 70 revisité et qui est plutôt chaud, on va pas se mentir. Et comment parler de cover sans parler de mes GOAT 21 Pilots, chaque album ayant un code couleur et un symbole qui se retrouve partout dans leur univers, jusqu'aux concerts et aux fans. Et il y a surtout un style de cover dont j'ai pas parlé, car honnêtement, elle mériterait une vidéo à part entière, mais il y a énormément de covers qui m'ont marqué par l'histoire qu'elle renferme. Par exemple, reprenons l'album de Rage Against the Machine. J'ai jamais écouté cet album. Je vais vous le dire honnêtement, j'ai jamais écouté cet album. Voilà, j'ai commencé, j'ai écouté la première musique, c'était pas trop mon style, j'ai abandonné, j'ai give up. Mais elle m'a marqué, cette cover. Tout simplement parce que la photo, elle a une histoire. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la photo ? Parce que c'est pas une mise en scène, hein, c'est une vraie photo. Qui a été prise en 63 à Ségon, et le moine que vous voyez là, on connaît son identité. Pour comprendre cette image, il faut remonter au Vietnam en 1963. À ce moment-là, le pays il est dirigé par un certain Ngo Dinh Diem. Je suis vraiment désolée. Je vais tellement écorcher les noms. Un président autoritaire soutenu par les États-Unis parce qu'il est évidemment anticommuniste. Et ça, les États-Unis, ils aimaient bien. Le problème, c'est qu'il est catholique. Dans un pays majoritairement bouddhiste, ce qui va entraîner du favoritisme des catholiques au détriment des bouddhistes. On parle d'interdiction pour les bouddhistes de hisser leur drapeau pendant leurs fêtes religieuses, pendant que de l'autre côté on a le gouvernement qui décore les villes pour l'anniversaire de l'archevêque catholique et autres actes anti-religieux validés par le gouvernement lui-même. Les bouddhistes manifestent pacifiquement dans un premier temps et le gouvernement ne trouvera réponse que par la violence, comme il a l'habitude de le faire. À Hue, mai 1963, la police tire sur une foule de fidèles. Cette exécution sommaire fera 9 morts, dont des enfants. Les moines bouddhistes se sentent trahis, méprisés et bâillonnés. Ils essaient de négocier et le gouvernement refuse. Le matin du 11 juin 1963, Thich Quang Duc monte dans une vieille Hossin bleue avec 2 autres moines. Ils s'arrêtent à un carrefour très fréquenté de Ségon. Quang Duc sort de la voiture, il s'assoit en position du lotus, en plein milieu de la rue. Un autre moine verse 5 litres d'essence sur lui, et là, il craque une allumette. Ce qui est le plus terrifiant dans cette histoire, pour moi, c'est les témoignages des gens qui, apparemment, l'auraient vu cramer, et le moine n'aurait absolument rien dit. Pas un seul mot, pas un cri, rien. Juste, il s'est embrasé, quoi. Et bien sûr que cette colère et ce sentiment de révolte contre le gouvernement et les institutions, on le retrouve dans l'album. Mais il y a aussi des pochettes qui sont plus insidieuses que ça, et plus mystérieuses même. Dans ma collection, qu'est-ce que je pourrais vous sortir ? Tiens, prenons A Promise de Chouchou. L'image, elle est uncanny. On voit un homme nu, assis sur un lit dans une pièce vide. Il semble fatigué, vulnérable, et il tient aussi dans ses mains une poupée de bébé en plastique, comme si quelque chose de profondément faux et de profondément humain cohabitait dans la même image. Le regard de cet homme n'exprime ni fierté, ni provocation. Il dégage quelque chose de beaucoup plus rare, une tristesse sans mots, un mélange de honte, de résignation, peut-être même de confusion. Le gars que vous voyez là, c'est un prostitué japonais payé spécialement pour seulement poser sur cette photo. Et pour comprendre sa confusion, il faut que je vous parle un peu du mec qui prend la photo. Jamie Stewart naît en Californie en 1978, où il grandit dans une famille instable, marquée par la honte et le silence. Son père, musicien brillant mais profondément dépressif, finit par se suicider en 2002, quelques mois seulement avant la création du groupe, ce qui aura un impact assez conséquent sur la thématique de ses musiques. Jamie souffre lui-même de dépression chronique, parle ouvertement de pensées suicidaires, de sexualité vécue dans la honte, d'abus et de solitude extrême. Visuellement, la photo est trouble, granuleuse et sale.
On dirait un vieux cliché trouvé par hasard, ou même pire, la dernière photo jamais prise de quelqu'un que le monde a oublié. À la sortie du CD, la maison de distribution refuse tout simplement de la vendre telle qu'elle. Elle explique au groupe que, sans censure, peut-être une boutique sur 10 acceptera de l'avoir en rayon grand max. Pour que l'album existe physiquement, il va falloir mettre un rectangle orange par-dessus le sexe du modèle. Et Jamie, il accepte. Non pas par compromission, mais parce qu'il s'en fout en fait. Le point de la photo, c'est lui, pas sa bite. Et il y a les covers qui vont peut-être un peu trop loin. Genre Metallica dans les années 90, qui après avoir sorti leur fameux Black Album, décident de mettre la création de leur pochette entre les mains d'un certain Andrés Serrano, connu pour ses œuvres controversées comme notamment Peace Christ, que je vais pas décrire. Pour Load, Serrano il mélange du sang et du sperme d'animal, pressé entre deux plaques de verre éclairées comme une peinture abstraite. Le résultat, oui ok, le résultat il est cool un peu tu vois, mais quand tu sais ce que c'est derrière, c'est... Et pour Reload, apparemment ils avaient les couilles vides, donc ils ont fait la même chose avec du pipi. Et puis il y a les cas extrêmes, genre à la fin des années 80, Big Black, qui est un groupe de noise rock brutal connu pour ses textes violents et sa sonorité abrasive, qui décide de mettre la photo d'une réelle tête explosée pour leur EP Headache. C'était peut-être un peu beaucoup, même pour un groupe de rock brutal. La cover, elle sera remplacée assez rapidement par un artwork de Savage Pencil. Mais bon. Et bien sûr, il y a la pochette de Mayhem aussi, mais celle-là, je vais pas vous la décrire non plus parce que elle est super connue. J'aime trop les covers d'albums. J'ai toujours eu une fascination pour les pochettes d'albums. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue il y a quelques temps, à propos de leur importance d'ailleurs. Un pote m'avait dit que pour lui, une cover n'avait pas forcément d'intérêt, que le plus important c'était la musique, que la pochette c'était juste un emballage, un accessoire quoi. Et que il ne pouvait même n'avoir aucune importance en soi, à part le fait qu'elle protège un vinyle. En gros c'est ça l'idée tu vois, mais... je suis pas d'accord. Parce qu'une cover, c'est souvent la première impression, la porte d'entrée dans un univers, ce qui te prépare à ce que tu vas entendre, ou parfois, ce qui te déstabilise ou t'intrigue avant même de lancer le premier titre. Elle peut raconter une histoire, prolonger la musique ou même la contredire. Une bonne pochette, c'est une image qui reste gravée dans ta tête quand le son s'arrête. C'est une œuvre associée à une émotion, à une période de ta vie, à un souvenir précis. Certes, certaines covers sont oubliables, c'est normal, c'est comme toute forme d'art ou de communication. Parfois ça nous touche moins, parfois ça ne nous touche pas du tout. Et parfois, ces images restent gravées dans nos mémoires, nous aidant à visualiser notre écoute. C'est ça la force, selon moi, du cover art, ce langage parallèle, cette esthétique qui fait écho à des sons, à des mots et à une ambiance. Et quand l'image et la musique se répondent parfaitement, on a presque l'impression de voir la musique. Bref, je pourrais vous en citer encore des dizaines et des dizaines et des dizaines des covers que je kiffe et leurs histoires, mais vu qu'il me reste très peu de temps, je vous laisse avec ma petite compile personnelle. Bisous!